Garde sous frontière dominicain mettait en bas code une jeune dame qui t'a rentré dans le pays d'Haïti avec une machine qui a plus passé 22 000 cartouches là-dedans. Eh bien, mes amis, nous pourrons porter toute information pour tout à l'heure comme ça. Je dis à mes amis, Louko Désir ensemble avec Esaïe César passer des heures dans DCPJ yo t'a répondre question. Esaïe César fait un petit parler ensemble avec population ou pral connaître exactement qui ça qui passé. Nan moment ça n'a parlé ensemble avec vous là mes amis, gaz a continué à distribuer dans toute pompe gaz qui gagne dans métropolitaine. Le 8 novembre 2022 chargé d'affaires USA en Haïti li déclaré États-Unis gagne un dossier complet contre Yuri la tortue avec Joseph Lambert sous affaire drogue avec l'autre bagaille encore nous pas attendre tout détail yo t'allait comme ça. Avant de porter toute information pour mes amis, n'a dit bonjour ou bonsoir. Ça prend dépend de qui l'on regarder vidéo ça. Mais la seule chose ou capable abonner ensemble avec nous. Lors fin abonner, te me dit ou toujours songer pour peser petit cloche parce que c'est comme ça notification nous a monter sur téléphone nous à chaque fois nous mettons une vidéo. Pour nous continuer ensemble avec vidéo mes amis, madame vice-déléguée Beladea qui c'est Ivanoski Joachim joint arrestation li jodi c'est garde frontière dominicain qui arrêté li ak tout yon mineur yo joint dans machine li et plus passé 22 000 cartouches 5 téléphones 1100 pesos 39 500 goud yo tap rentré Haïti d'après journal dominicain qui t'a expliqué histoire ça. Alors moun sa yo qui t'a gen intention à l'acheter armes, à l'acheter cartouches pour venir alimenter gang dans le pays d'Haïti, je pense que ça lui-même c'est un méchanceté lié parce que quel que soit moun qui a fait travail ça, li connaît exactement qui ça cartouche ça ou pral faire dans le pays d'Haïti parce que li déjà connaît peuple haïtien pas ka fonctionner à cause de gang qui gagne dans le pays. Mes amis, faut que moun yo font suspend. Malgré monsieur qui s'est délégué à lui-même lui t'a parlé, li fait connaître que c'est pendant le tenant dormi, yon zami relé li dit comme ça que non qui sa machine ni tombé là, elle pas même connaît, li fait connaître que madame ni qui t'a conduit machine non pas connaît rien dans ça qui était dans boîte yo, alors c'est un service li t'a prendre que la justice fait travail li. Alors il dit comme ça que ni lui même ni madame ni yo pas connaît rien de ça qui était dans boîte qui était machine non parce que c'est un service yo t'a prendre. En tout cas la justice vraiment a fait travail yo, nous pas ka dire rien sur ça tant que la justice baille exactement ça qui passé ya. Nous connaissons affaire gaz là mes amis prend plusieurs mois depuis peuple haïtien a souffri. Yo tellement acheté gaz ça cher, haïtien même arrivé acheter à $1000 même. Eh bien, jodi là, depuis le PNH là te dit comme ça que li prend vare et puis barbecue lui-même te vinn fait discours par là pour te dire comme ça que tout haïtien pral jeune gaz kounya ti moun pral l'école et tout moun pral fonctionner normalement. Eh bien PNH lui-même li fait connaître que li ap gérer vare kounya là parce que toute pompe gasoline yo ap joine gaz normalement mais yo pas baissé prix ya. Prix toujours été même jan yo te fixé là. Tant que nous capable rappeler ou gasoline nan passé à 570 goud, diesel là passé à 670 goud et puis kérosène nan lui-même li à 665 goud. Ça lui-même prix yo pas changer. Alors nous comprenons toute misère ça nous fin passer dans la rue moun mouri son question de bois calé pour question gaz ça faut que descend gaz là et bien PM Ariel Henry dit ticle pas monter ticle pas descendre li rete là même ça le te dit c'est ça le fait li pas descendre rien li quitter à même prix ou même on pas besoin battre corps puisque qu'on a acheté à 500 600 700 dollars jusqu'à $1000 et bien kounya là pas pour qui raison pour aller bloquer pays pour t'a dit descendre ni encore pour moun pas ka fonctionner et bien a obligé prendre les gens liés parce que peuple haïtien lui-même
il pas qu'à souffrir encore. Que nous prenons le gouvernement Bailia parce que nous pas qu'à faire rien, parce que nous pas qu'à chita à bloquer pays pour un seul bagay. Ça qui est vraiment important pour peuple à surveiller parce que Gaza lui-même il t'a subventionné, Kounia là yo pas subventionné gaz là encore. Comme ça, nous allons regarder exactement qui ça yo pral faire avec pour pays parce que principalement pays son pays qui a souffri, li pa gen l'hôpital, pas gen rien comme si toutefois ou besoin de service ou pas ka joindre ni. Eh bien si toutefois Gaza lui-même li pas subventionné kounya là, faut que peuple la caléger pour capable connaître exactement qui ça l'état pral faire pour yo. Et n'a remercier confrère la presse et qui te répond présent depuis matin qui là qui t'a pas accompagné nous et dans le cadre audition ça qui t'a fait et au niveau de la DCPJ, de la Direction centrale de la police judiciaire, pour capable faire lumière et dans le cadre de dossier qui a à voir avec l'assassinat qui était fait sous Éric Jean-Baptiste. Donc nous remercions les confrères et nous pensons que faut que la justice baille à Éric Jean-Baptiste et c'est dans le cadre de ça que nous-mêmes nous te répondre présent pour nous capables de répondre aux questions à enquêteurs de DCPJ. Parce que nous pensons que citoyen qui est responsable, citoyen qui respecte tête lui, il faut qu'il respecte de la loi, faut que citoyen ça yo capable toujours prêt pour répondre à la question la justice avec la police de façon à ce que un crime qui fait qui sont un crime de trop. Même Jean-Baptiste Mouri aujourd'hui là, c'est même n'importe l'autre citoyen capable victime de assassinats dans le pays. Donc à ce niveau, nous-mêmes au niveau de la presse, nous prenons ça très au sérieux, nous parons pour que nous allions répondre aux questions de la justice avec la police de façon à ce que pour que le crime ça, pour lumière capable de faire sur le crime ça. Donc ces deux personnages, Esaü César, c'est Esaü César, Tijan c'est loi qui donne dans tête. Esaü César. Nous étions disponibles et disposés à la DCPJ, nous dit DCPJ, nous paraît pour que nous-mêmes, quelques uns nous déplacés pour nous quitter le pays ou bien pour aller en province, nous mettons DCPJ au courant que nous avons. Comment j'aime ça pour ça me plaît. Madame non, depuis combien de jours au Québec dans l'otage de là? Bon, il y a pas ça dans le milieu. OK, mais c'est au cap civil dans là. Mais c'est vous même qui tape civil. Pour combien de fois vous avez fait job ça? Est-ce que j'aime ça met lui? Comment le faire non mais où? OK. Et ouais j'aime non mon pas comment le faire non? OK, j'aime pas pour. Ou pas reconnaître j'aime ça? Non. Ou pas le j'aime ça dans là? Est-ce que ça ne pas dans le cas côté? OK. Mais sous carbone, nous avons. Sous carbone, OK. Vous êtes en prison, pas vrai? Combien de temps fait dans la prison? Et dame, ça, mettre Zam dans la prison, ça va voir? Et dans la prison, on reconnaît lui? Combien de temps fait pénitentiaire? Merci. Sous Radio Magique 9, mardi 8 novembre 2022, chargé d'affaires pays États-Unis en Haïti a déclaré que il y a un dossier complet contre Yuri la tortue avec Joseph Lambert et sous implication dans le trafic de drogue et dans l'autre bagaille encore. Et puis Eric Stromayer lui-même lui fait connaître que c'est le gouvernement qui doit décider sur sanction ça yo que pays États-Unis a prend. Joseph Lambert ensemble avec Yuri la tortue, yo fait connaître que yo pral prend chimé la justice pour capable laver non yo parce que yo même yo connaît pas dans drogue, yo connaît pas dans bagay qui sale. Et Joseph Lambert fait connaître li te met traité ensemble avec un grain soulier faut que non laver dans histoire ça. M'pa parler trop bon kito pour capable entendre comment chargé d'affaires t'a expliqué dossier de fil en aiguille sur Radio Magique 9. Pourquoi des sanctions des États-Unis maintenant? Je crois que c'est vu la situation que nous vivons ici à Port-au-Prince depuis un bon moment et en Haïti en général.
Nous, on a bien regardé les choses et on a décidé qu'il fallait passer, ça prend du temps évidemment avec notre système de justice, à prendre des cas précis, à pouvoir mobiliser le système pour faire des sanctions comme on a fait. Mais on trouve ces sanctions, c'est une façon d'identifier les forces néfastes qui ont mené à la conduite que nous vivons et à essayer de les cibler précisément, à essayer de changer leur comportement et aussi de changer, encourager le comportement d'autrui que peut-être nous, on n'est même pas au courant des détails qui sont aussi partie de cet effort. Comme tous les Haïtiens le sachent et moi aussi, il y a certains éléments, on dit des élites, on dit des acteurs économiques, politiques et autres, qui sont en arrière des confrontements que nous avons vus ces derniers jours, qui ont bloqué le port, qui ont bloqué la distribution des choses à travers le pays depuis des mois, qui a mené à la situation difficile dans laquelle tous les Haïtiens vivent aujourd'hui. Et c'est grâce à ça que nous avons, depuis un bon moment, ça a pris du temps, on essayé de mobiliser à pouvoir mettre en place les sanctions que nous venons de voir dans les derniers jours, les dernières semaines, les visas, mais aussi les autres sanctions annoncées la semaine dernière. Et bien sûr, ce qui vient d'être annoncé hier. En quoi consiste exactement cette sanction? Vous voulez préciser ce qu'on a annoncé hier ou le tout? Non, le tout, le paquet total. OK, non, avec plaisir. En effet, à l'instant, il y en a 3 différents types de sanctions que nous avons imposées. Mais il y en a des autres qui peuvent être sanctions, je dis entre guillemets, parce qu'ils ont des différents noms. Mais alors, on a fait des limitations de visa qui ont été annoncées par notre adjoint secrétaire d'État, M. Nichols, lorsqu'il était ici il y a 3-4 semaines, qui sont en quelque sorte en privé, où on a identifié certaines personnes que nous avons décidé que grâce à les documentations que nous en avions, qu'on décidait qu'ils ne méritaient plus avoir des visas, ni eux, ni leurs membres de famille. Et alors, M. Nichols a annoncé cela. Ça, c'est quelque chose qui est en progrès, qui fait que les concernés sont informés à travers nos services, s'ils en ont des visas, que voilà, ces visas sont plus valables et qu'il faut qu'ils se présentent au consulat à essayer ils ont le droit sur nos systèmes de pouvoir présenter les raisons pour lesquelles peut-être ils pensent que nous avons des fausses documentations ou notre jugement est incorrect. Et c'est seulement à la suite de ça que cette interprétation devient permanente. En plus, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas eu une visa, mais grâce à les actes que nous, les tenons comme responsables, on les met dans le système pour que s'ils se présentent, on peut leur dire, désolé, en effet, on trouve qu'il y a certaines raisons pour lesquelles, sous nos lois, on trouve que vous n'êtes pas éligible d'avoir une visa. Alors, il y a ça, d'une côté. Il y a, à part ça, les annonces de sanctions ciblées qui ont été faites. Et la raison pour laquelle on ne dit pas les noms, c'est que sous nos systèmes, dans ces circonstances, on veut que les concernés peuvent présenter des documentations qui peut-être prouvent que nous, on a tort. Et alors, peut-être ils peuvent gagner le visa. Ça, c'est une côté. Mais il y a par contre les annonces qu'on a fait, c'était vendredi, par rapport à sénateur Lambert et sénateur Latortue, qui signalent que nous avons des dossiers très complets, signalant certaines violations de loi qui ont été précisées. Dans ce cas, transport de drogue et des autres choses, nous pensons, sont très convaincants, très bien rédigés comme cas. Et en base de ça, on est en train de cibler soit leur visa, les membres de famille, mais aussi leurs biens et les autres choses qu'ils en ont. Et à contrarier les efforts néfastes qu'ils ont faits dans le passé, que nous trouvons sont en train de miner l'état de droit, la justice, la transparence, toutes ces sortes de choses. Et il faut que je précise, il y a les 2 personnes qui sont nommées déjà, mais il y en a des autres qui viendront. Ça, c'est pas un processus fini. Alors, il y a cette sorte de sanctions et peut-être vos auditeurs, ils ont suivi aussi, on a fait pas mal de cette sorte de sanctions qui ont été déjà faites contre des éléments néfastes dans la Russie et dans des autres pays dans les dernières années. En tiers, il y a ce qu'on vient de déclarer hier et je prendrai quelques instants pour vous le citer parce que j'ai en effet la déclaration faite par notre procureur général, Monsieur Merrick Garland. Il a dit que lorsqu'un citoyen américain est enlevé à l'étranger, le département le département de la justice engagera l'importé de ses autorités chargées de l'application du droit afin de garantir son retour en toute sécurité et tenir pour responsables les auteurs. Comme ces chefs d'accusation démontrent, nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires internationaux et interservices, aussi bien que les services haïtiens, dans le but d'interrompre ces mécanismes d'enlèvement contre rançon qui mettent en danger la vie des citoyens américains et alimentent les gangs violents et nuisant au peuple haïtien.
Et j'ajoute qu'en effet, dans ce cas, cette série de, comme on a annoncé hier, comment dirais-je, les récompenses pour les informations qui mènent à ça. On a jusqu'à aujourd'hui, je crois, à travers le monde, avec ces sortes de systèmes que nous avons en place, pas simplement le programme annoncé hier, mais des autres semblables. Il y a 75 criminels transinternationaux, soit par rapport à l'importation des trafiquants, des stupéfiants, les rançons et les autres choses. Il y a 75 criminels comme ça qu'on a interpellés et amenés à la justice aux États-Unis à un frais de 155 millions de dollars en récompense que nous avons versé dans le temps, dans des programmes similaires. Alors, nous espérons que cette sorte de programme pourra mener à justice les concernés qu'on a annoncés hier, mais il y aura encore des autres, au fur et à mesure qu'on annoncera dans tous les 3 différents programmes. Et il y a d'autres sanctions qui pourront venir, mais je ne touche pas sur ça pour l'instant. Au moment où nous nous parlons, vous parlez de ceux qui ont été nommés, mais aussi de membres de leur famille. Il y a combien d'Haïtiens à peu près sous sanctions, visa coupé et des gens dont les têtes sont mises à prix? C'est une question qu'il faut que j'admette. J'ai pas un numéro en tête précis si on compte tous les membres de famille et tout le reste, mais il y en a pas mal. Ça s'est pas arrêté. Il y a des autres en processus et comme peut-être vous avez constaté, on est en train de travailler avec nos partenaires. Les Canadiens aussi, on a lancé des différentes sanctions contre les personnes vendredi. Et il y a d'autres choses qui viendront. Mais vous donnez une précision exacte. Et je suis pas dans une position, je pourrais faire je crois pas c'est à moi de mettre un numéro là-dessus. Mais il y en a plus qui vont être annoncés. Ça viendra. Et c'est pas quelque chose qui sera rapporté dans des mois ou des années. Ça, c'est quelque chose qui va progresser fur et à mesure dans le plus ou moins proche avenir. D'accord. Comment peut-on passer, monsieur le chargé d'affaires, d'amis des États-Unis qui reçoit la visite du chargé d'affaires à quelqu'un sous sanction? Je parle du cas de monsieur Lambert, qui était un ami des États-Unis, à qui vous avez rendu visite comme président du Sénat il y a quelques mois, et maintenant il est dans la liste des sanctionnés. Comment passe-t-on d'amis des États-Unis à sanctionner par les États-Unis? Non, je comprends bien. Vous savez, c'est pas une question d'être ami ou ennemi. C'est plutôt une question de nos systèmes de justice qui poursuivent des détails que nous trouvons, qui poursuivent des cas que nous pensons être là. S'il y a des déclarations faites, fur et à mesure, on essaie de viser. Et en plus, on veut maximiser la possibilité d'avancer l'avenir d'Haïti parce que nous voulons tous voir des élections qui mèneront à une réinstitution des élections de la démocratie avec un président élu et toutes ces autres choses. Alors, en visant le panorama, disons, des acteurs haïtiens, des réalités de ceux qui jouent une situation dans la réalité courante, on était en train de voir par rapport à ces acteurs, s'il y a des cas, et il y en aura des autres, qui sont impliqués dans des documentations que nous avons vues dans le passé, qui peut-être sont des personnes qu'on peut identifier à essayer de bouger les choses dans la bonne direction. Et en ce cas, de dire ennemi ou autre, ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé avant hier, mais on est arrivé à un stage où notre département de justice a dit oui, on pense que voilà, on a un cas très compliqué, très élaboré, très convaincant. Et alors, vu cette situation, on a décidé qu'il faut qu'on annonce que voilà, on prend des sanctions contre le sénateur Lambert. Il y aura des autres, mais c'est pas une question d'ennemi ou ami à un certain temps. On traite avec les gouvernements, des fonctionnaires des gouvernements, mais si on trouve une situation dans laquelle on trouve qu'il y a certaines circonstances dans lesquelles un certain est trouvé un autre point de vue comme coupable de certaines choses qui disent que nous, on peut plus traiter avec, on le déclare. C'est ça qui s'est présenté maintenant avec les 2 concernés qu'on a annoncé vendredi. Et comme j'ai dit, il y aura des autres dans l'avenir. Alors, voilà, c'est ma réponse pour l'instant là-dessus. Merci. D'accord. Les sanctions, c'est une sentence judiciaire ou bien c'est une décision politique? Ça, c'est une chose, il faut dire qu'il y a, le gouvernement américain, elle a ses capacités. Il veut dire qu'à un certain niveau, évidemment, il y a un calcul de qui on peut pas être en train de sanctionner. On n'a pas le moyen d'être en train de voir tous les différents cas à la même instant à voir. Alors, il y a une revue de ces choses, mais on essaie d'identifier de certains individus où, en faisant les processus qu'on vient de faire, que ça mènera à une circonstance qui va faire progresser la conjoncture politique.
Et alors, dans la situation, étant donné notre intérêt à ça, on regardait tous les cas possibles. On a décidé de procéder sur ces cas, mais c'est une combinaison des deux. Parce qu'évidemment, même si on avait des inquiétudes par rapport à certains acteurs, s'ils sont des acteurs qui sont propres, qui n'ont pas des choses dont on peut dire que voilà, ils ont fait des choses néfastes en avançant la criminalité, à miner comment dirais-je, l'état de droit, la transparence, à continuer comment dirais-je, à miner la justice dans le système haïtien. Si on trouve que même si ça c'est le cas, s'il n'y a pas des choses criminelles à laquelle on ne peut pas l'avancer sur le plan judiciaire. Dans ces cas, on a trouvé bien qu'il y avait des raisons légitimes à laquelle on pouvait le faire, et alors on a procédé. Alors c'est un peu des deux après tout. Dans le passé, les gens accusés de trafic de drogue en Haïti ont été arrêtés, ont été extradés aux États-Unis. Cette fois aussi, on va jusqu'à ça, on ira jusqu'à ça? Je ne peux pas parler pour notre département de justice. Évidemment, dans les 3 cas qui ont été annoncés hier, ces sortes de choses, il y a pas mal d'évidence à travers le monde que nous, on poursuit ces choses. Et fur et à mesure, il se peut que ces individus se présenteront aux États-Unis d'une façon ou une autre à travers nos amis et des partenaires qui pourraient les arrêter, ou soit peut-être à travers des autres moyens, qui sait. Mais après juger comment on va progresser dans certains cas, par rapport les sanctions qui ont été annoncées par rapport aux autres, à ma connaissance, c'est pas tellement fréquent que nous essayons d'intervenir, mais on identifie certains individus, comme on a fait avec les Russes, et on essaie de bloquer leurs biens, on essaie de les impacter à travers leur famille et tout le reste pour influencer leurs décisions, leur perception, comment procéder. Il y a une différente qualité lorsqu'on a, comme les 3 individus nommés hier, lorsqu'ils ont pris des actions contre les citoyens américains directement, et on essaie de prendre action contre eux. Alors, ce sont des différentes choses. Alors, concernant ceux dont les têtes ont été mises à prière, les observateurs haïtiens disent, enfin, il ne faut pas enlever d'Américains, mais vous voulez enlever les Haïtiens. Non, c'est d'enlever des Américains. S'il y a des Américains qui commettent des crimes, et je crois que j'ai mentionné ça dans un des entretiens que j'ai fait dernièrement, ou peut-être même le petit pièce que j'ai fait en créole la semaine dernière, s'il y a des entités américaines qui sont en train de faire des choses qui sont illégales par rapport à la situation haïtienne, aux violations de nos lois proprement aux États-Unis en faisant des fraudes, peut-être l'exportation illégale des armes et autre chose, ils feront face à la justice américaine aux États-Unis s'ils sont des citoyens américains. Et s'il y a des citoyens américains qui commettent des crimes, et il y a eu l'expérience ici dans plusieurs autres pays, si en fin de compte ils sont arrêtés par des autorités locaux, ils ont commis des crimes, on essaie de les faire extradier aux États-Unis pour qu'ils fassent la justice contre les corps américains vu les crimes qu'ils ont commis en tant qu'Américains. Donc oui, on pourrait enlever des citoyens américains. Il y a des histoires où on a fait ça. Le sens de la question, c'était, vous avez mis à prix seulement les chefs de gang qui avaient enlevé des Américains. Ceux qui enlèvent des Haïtiens, pour le moment, et personne n'en parle. Non. I mean, il y a des différentes sanctions qui peuvent être prises contre les différentes personnes. La sanction, comme on a parlé de 3 différents systèmes de sanctions que nous avons mis en place pour l'instant, annoncés. Alors, ça fait celle hier, directement les choses qui vous venez de citer. Lorsqu'ils ont fait des actes contre des Américains, et alors ils sont ciblés grâce à les lois qu'on a utilisées hier pour faire les annonces qu'on a fait. Il y a des autres lois et des autres moyens que nous essayons de cibler les autres acteurs criminels qui sont en train de miner la stabilité haïtienne, et ça va se présenter dans l'avenir, être nommé comme par exemple, il y a Barbecu, il y a des autres que nous allons continuer à essayer de cibler, annoncer fur et à mesure dans le temps. Mais c'est pas simplement s'ils enlèvent des Américains, s'ils commettent des crimes et ils sont en train de déstabiliser l'état de droit et renforcer l'impunité qui existe ici malheureusement, c'est les sortes de choses que nous allons cibler à travers des autres moyens, mais pas expressément la loi qui a été appliquée. La prolifération des gangs en Haïti est beaucoup liée au fait qu'à partir des États-Unis, on a envoyé beaucoup d'armes et de munitions en Haïti. À un certain moment, il y a eu une déclaration, les douanes américaines essayaient de contenir l'envoi d'armes illégales vers Haïti. Est-ce que cet effort continue? Est-ce qu'il y a eu des saisies? Est-ce qu'il y a des poursuites aux États-Unis pour ceux qui essaient d'envoyer des armes en Haïti?
Absolument. Je reconnais, et c'est malheureux, que la massive majorité des armes illégalement importées en Haïti sont malheureusement de l'origine des États-Unis. Nous, on est en train d'essayer de redoubler nos efforts pour contrôler ce fléau, d'identifier ceux qui sont impliqués dans ce trafic et de faire le nécessaire pour que ces gens soient amenés en justice. Et en même temps, nous sommes en train d'essayer de travailler avec les différents moyens que nous avons en partenariat avec la HNP et aussi avec les autres éléments du gouvernement haïtien à redoubler les efforts à contrôler cela ici de la côté haïtien dès que ces armes sont arrivées ici, soit de les saisir à l'arrivée, soit de pouvoir renforcer les capacités de les ramasser même s'ils sont déjà pénétrés dans le pays. Ça prend du temps, mais c'est un parti des efforts d'engagement que nous poursuivons avec la HNP à l'heure. La situation se dégrade depuis des mois en Haïti. Mais on remarque que ça fait peut-être 8 semaines depuis que les États-Unis changent le ton et changent les initiatives. C'est un changement de politique envers Haïti? Je ne dirais pas oui. En effet, c'est une continuation de la politique. Une grande chose qui a changé, c'est que vu la situation du choléra, vu la situation de blocage de port, qui est quelque chose de neuf par rapport au carburant et les autres choses, le gouvernement en place haïtien a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle fasse quelque chose pour assister, pour qu'on puisse s'adresser directement à la réalité du choléra qui continue d'ailleurs de se répandre à travers le pays et de pouvoir cibler les choses que le gouvernement haïtien alors n'avait pas la capacité de renverser et changer. Et alors, c'est ça qui a changé. C'est pas la politique américaine qui a changé. Nous, on a eu un engagement depuis très longtemps à voir avancer les choses sur le plan politique, mais d'encourager les acteurs haïtiens à ce qu'ils trouvent un moyen à l'haïtien de s'avancer les affaires politiques. Et nous, on était là et on reste là avec les autres partenaires à accompagner ce processus. Mais la chose nouvelle qui s'est introduite, c'était cette réalité des criminels qui bloquaient en soutien avec certains éléments qui profitaient de la marché noir, des autres choses, qui ont décidé d'étrangler le peuple haïtien et le pays en bloquant la distribution de carburant. Et en même instant, vu la croissance, la réapparence tragique de la choléra dans le pays, ils étaient en train de mettre en question la vie même des milliers d'Haïtiens. Et alors, dans ce contexte, nous, on a décidé qu'il fallait faire plus et à la réponse, en répondant à l'appel fait par le gouvernement haïtien, on a pris les dispositions qu'on prend et on travaille toujours avec nos partenaires à les Nations Unies à pouvoir essayer de s'avancer, à voir comment nous pouvons progresser, à faire une réponse plus solide et concrète à la demande faite par le gouvernement. Mais ça dépend toujours des réalités à New York et les décisions prises à les Nations Unies, de voir exactement comment nous et les autres partenaires, pays amis d'Haïti, vont répondre à la demande de l'utilisation de force pour assurer la sécurité et rassurer les conditions nécessaires pour qu'on puisse avancer à traiter le choléra, aussi à s'adresser à la crise humanitaire que touche tous les Haïtiens à travers le pays. Et alors, il y a deux différentes choses qui sont là et je ne vois pas que c'est inconsistant. OK. Les États-Unis et le Mexique portent une résolution à l'ONU, justement au sujet de la force armée spéciale, et après la demande du Premier ministre. À l'ONU, le projet de résolution avance ou bien il est abandonné? Il y a deux résolutions. Il y a la résolution sur les sanctions, que vous savez bien sûr a été saisie et ça s'avance. Les discussions se déroulent à New York. Je sais qu'il y a des discussions qui se déroulent. Au premier plan, il y avait des discussions et c'est bien compris que le peuple haïtien et Haïti ne veut pas voir encore une PKO, comme on a vu avec le MINUSA ou autre chose. On veut voir quelque chose de différent. Et on comprend bien ça. Et vu les réalités, il y a des discussions qui se déroulent par rapport à l'autorisation d'en avoir une résolution qui, en quelque sorte, qui bénisse dans le nom des Nations Unies une force multinationale des pays amis d'Haïti, probablement, à notre point de vue, probablement une force mixte d'assistance policière, aussi bien que peut-être quelque chose de plus qui pourrait assister par rapport à cibler les gangs. Mais ça reste à voir dès qu'on sache exactement ce que c'est que les Nations Unies vont autoriser, parce que pour nous et les autres partenaires, ça aussi touche sur la question d'exactement quelle sera la réponse. Et jusqu'à ce qu'il y ait cette résolution, on est en train de faire des discussions avec des amis, mais formellement de faire une intervention ou de faire autre chose, ça attend à voir qu'est-ce qui se passera à New York. Et alors ça continue, c'est pas abandonné.
cette résolution, j'espère bien que ça va sortir prochainement et on va voir qu'est-ce que ça va dire alors pour la réponse américaine, aussi bien que la réponse de tous les autres pays partenaires qui veulent assister à Haïti dans cette période de difficulté maintenant. On a compris que les États-Unis ne voulaient pas prendre le leadership de cette force, mais on voit aussi que le Canada est en train de reculer depuis quelques jours. Je ne sais pas, je ne veux pas caractériser les discussions dont moi je ne suis pas partie prenante directe. Ça, c'est entre les différents capitaux et ce n'est pas simplement les États-Unis et le Canada qui sont impliqués. Il y a plusieurs pays du monde qui s'intéressent à l'avenir d'Haïti, qui veulent voir un avenir que nous voulons tous voir en Haïti. Premièrement, en s'adressant à la crise choléra et sécurité, mais au-delà de ça, en rétablissement des élections démocratiques à travers un système de consensus et inclusivité qui va mener à voir l'Haïti que nous voulons tous voir. Alors, je ne pourrais pas qualifier exactement comment ça se déroule, mais Canada, après tout, comme on a vu avec notre assistance à amener les blindés qui ont été achetés par le gouvernement haïtien en main avec nos amis canadiens. On a fait cela. On a fait l'annonce de nos sanctions dernièrement vendredi, main en main avec les Canadiens. Alors, ils sont un grand partenaire ici et on continue de discuter avec eux, mais pas simplement eux. Et discuter exactement comment ça se déroule, où ça va finir, ça ne sera pas à moi de le dire à l'instant. Concernant les blindés, il y a le Basket Fund pour la sécurité annoncé depuis janvier. Mais les États-Unis paraissent réticents à contribuer à ce Basket Fund. Vous avez donné très peu d'argent jusqu'à présent pour le Basket Fund. Et il était question que les États-Unis recrutent, font le vetting et aident à la PNH à monter une force spécialisée. Mais ça aussi, on voit que ça traîne. OK, le Basket Fund et comment ça s'avance par rapport aux Nations Unies, c'est pas une question directement qui fait de sens pour moi. Nous, on a fait une cotisation de 3 millions de dollars envers le Basket Fund et il y a les Canadiens qui ont versé, je crois que c'est 6 ou 9. Il y a 2 autres pays qui sont en train de verser. Ça, c'est un appel en cours. Mais en même temps, notre assistance avec la PNH est très grande. Elle a redoublé dans les dernières années. Et il faut comprendre que la PNH, par rapport aux autres services de police dans le monde, est très, très petite par rapport à la population haïtienne. C'est un des grands problèmes qu'ils en ont. Parce que vu la population d'Haïti, vu la taille du pays, la police est parmi les plus petites par rapport à la population dans le monde, qui fait qu'ils doivent construire, en avoir plus d'effectifs, avoir plus d'équipements, de formation, engagement et tout le reste à contrôler, à donner la société, la sécurité qui est nécessaire pour avancer le contrat social, le bâtissement des institutions et tout le reste que tout le monde sait sont nécessaires pour l'avenir d'Haïti, pour qu'Haïti peut devenir prospère et peut arriver à atteindre les objectifs que nous voulons tous voir pour le peuple haïtien ici. Alors, cela étant dit, nous, on continue le partenariat avec le PNH. On va continuer à augmenter nos assistances dans les moyens que nous avons. Un des problèmes que nous avons, c'est en réalité que notre gouvernement américain, c'est pas un problème, mais une observation que je ferai plutôt, c'est que comme plusieurs pays, on a l'exécutif dont moi je fais partie et nos partenariats avec le HNP, c'est parti, mais il y a la législative, il y a la judiciaire. Alors, dans la législative, nous, aux États-Unis, on a des lois qui nous expressément défendent de fournir des armes et des matériaux létals à des éléments de sécurité haïtiens. C'est pour ça que nous ne sommes pas en train de donner directement des armes. Il y a des pays qui assistent, mais les États-Unis, on est bloqué par nos propres lois, qui fait qu'on est en train de faire les formations, fournir des autres équipements et les tenues, comment dirais-je, les body armor, les autres choses qui protègent les membres de la police nationale lorsqu'ils sont en train de faire leur travail, mais les armes elles-mêmes, nous, on ne peut pas fournir. Ça dépend d'autrui, et aussi bien du gouvernement elle-même qui a acheté les chars qui sont venus, les blindés, et qui achète des autres matériaux qu'ils utilisent. Mais on augmentera nos participations et on espère encourager et continuer le partenariat avec les autres partenaires qui soutiennent aussi vers leurs différents moyens de HNP. Mais ça va au-delà de ça, et je veux souligner que pour vos auditeurs, c'est pas simplement du soutien envers la HNP. Le volet de soutien du gouvernement américain, du peuple américain envers Haïti est très, très grand. Ça incorpore depuis très longtemps et ça continue par rapport au SIDA, par rapport au paludisme, par rapport à toutes sortes d'autres choses qui se déroulent dans le pays. On a des participations assez larges et on va continuer cela
à assister le peuple haïtien et on espère bien de s'en sortir de la crise dans laquelle on est, de pouvoir assister à bâtir et rebâtir les institutions de l'État et les autres choses qui sont nécessaires pour l'avenir de Haïti, pour la jeunesse haïtienne, qui est le but pour toutes nos participations à mener l'Haïti à la démocratie et à travers les élections pour un président élu et une assemblée et tout le reste de choses qui malheureusement sont en suspens pour nous. Alors, la dernière question, monsieur le chargé d'affaires. Les États-Unis supportent le gouvernement d'Ariel Henry depuis le début. Le corps groupe avait même aidé à l'installer comme premier ministre à la place de Claude Joseph. Le sous-secrétaire d'État Nichols a expliqué que sa principale réussite a été d'augmenter les prix de l'essence. Jusqu'à quand vous allez continuer à soutenir M. Henry? Je crois que je ne peux... il faut que je fasse une petite correction. J'ai eu cette question dernièrement. Lorsque adjoint secrétaire Nichols a parlé, je crois que c'était à National Public Radio aux États-Unis, il a cité que nous, on trouvait que la rationnelle justification de pouvoir éliminer les subventions d'essence, ça faisait un certain sens. Et il faut souligner que c'est pas pour ça qu'on soutient un gouvernement ou un individu. On est partenaire avec le gouvernement ici en essayant de traiter les crises qu'Haïti est en train de survivre. Ça veut pas dire qu'on soutient un contre une autre, ça veut dire qu'on travaille avec un gouvernement en place. Revenons sur cette question du carburant. Après tout, c'est pas les Américains, c'est toute la communauté internationale, aussi bien les bailleurs de fonds, qui ont été d'accord que les subventions qui étaient en place étaient insoutenables. Mais le fait, c'est que basé sur ces subventions qui étaient en place, il y avait deux choses qui étaient en train d'apparaître. Il y avait un marché noir très vaste, essence qui était destinée, payée par le gouvernement haïtien avec son subvention, qui disparaissait à travers la frontière dans la République dominicaine et enrichissait des certains éléments de la marché noir haïtien que tout le monde est au courant, qui étaient munis par des certains éléments très haut placés dans le secteur privé, qui étaient en train de tirer un profit de ça. En même temps que ça niait à la population haïtienne d'en avoir l'essence et le carburant que le gouvernement était en train de payer à essayer de fournir. Alors, il y avait ce côté. De l'autre côté, il y a le fait que ces subventions étaient en train de miner toute capacité du gouvernement à faire autre que de subventionner l'essence, qui a fait qu'elle ne pouvait pas payer les salaires, elle ne pouvait pas élargir les différents programmes sociaux, elle ne pouvait pas avancer les sortes de choses dans un contrat social que tout gouvernement devrait être capable de faire et fournir à son peuple. Et alors, c'était une situation insoutenable. Et alors, en même temps, je veux souligner pour vos auditeurs, il y a nos calculs que 70% des véhicules dans le pays, ce sont des véhicules privés qui appartiennent à des personnes qui auront bien pu payer les frais de pouvoir payer l'essence à le frais qui était dans le monde. Il faut savoir que le frais chargé à la pompe ici avec les subventions était plus petit par gallon que n'importe où dans l'hémisphère de l'Ouest, qui est insoutenable. Alors, par contre, il y a la réalité que le même programme annoncé par le gouvernement juste auparavant qu'il y avait le blocage au port qui a mené à tout ce qu'on a vu depuis les 6-7 semaines était de pouvoir faire une subvention pour le transport public, de faire des subventions, continuer des subventions pour les personnes qui dépendent de le transport public et qui dépendent aussi les camionneurs et tout le reste qui dépendent du fonctionnement de ravitaillement à travers le pays et tout le reste. Ça allait continuer une subvention. La subvention était ciblée à gagner cet argent nécessaire pour que le gouvernement puisse avancer à financer les hôpitaux, les écoles, tous les autres services qui sont normaux, qui ne pouvaient pas faire, au moins que tout l'argent qu'ils gagnaient était en train de finir à faire les subventions de l'essence. À contraire, il y a l'autre côté qu'ils étaient en train de renforcer la douane. Pour que la douane, comme tout le monde, il y avait, le sache ici en Haïti, il y a une longue histoire d'impunité à la douane dont il y avait des éléments très riches, très capables, très déjà enrichis de combien de générations qui étaient en train de gagner des fortunes. On ne perd pas les douanes nécessaires à la douane. Et alors, la douane a été renforcée. Le gouvernement en place a essayé, avec l'encouragement de nous et tout autre partenaire, essayer de pouvoir augmenter les recettes à la douane. Et ça aussi a impacté les mêmes sortes de familles qui étaient en train de profiter à travers le marché noir. Et eux, ils ont dit, OK, on en a assez. On va être en train d'attendrir le peuple haïtien en insistant parce que voilà, vous remettez notre impunité là à la douane, vous remettez notre capacité de gagner à le marché noir et on va cesser de bloquer le port. Et on va cesser de payer le barbecue et tout ça. Ça, mon analyse de la situation. Exactement pourquoi ça s'avance maintenant à la porte, on peut se demander, mais
ça reste toujours un problème et je veux souligner que le fait que peut-être le port va ouvrir, j'espère bien que ça c'est le cas pour toutes les raisons évidentes, mais rien n'empêche qu'il y a toujours l'insécurité qui est là au-delà de le port. Si on ouvre le port et on ne peut pas transporter l'essence et le carburant à travers le pays, ça résout toujours pas le problème. Ça reste toujours à la merci de ces influences néfastes que nous voulons cibler, qui bloquent parce qu'il y a l'établissement de l'état de droit, la transparence, le fin de l'impunité. On base les réalités qui peuvent mener à des élections transparentes, libres, démocratiques, qui peuvent mener à un président élu, à l'Assemblée et réétablissement de toutes les institutions de l'État que nous voulons tous voir à travers le gouvernement de transition en place qui dit aussi que c'est que ça qu'ils veulent voir. Alors nous voulons essayer d'encourager, ça fait pas de la crise courante, encourager à tous les Haïtiens qui sont partie prenante à trouver une façon inclusive et compétente de pouvoir arriver à un compromis qui peut avancer l'avenir d'Haïti et à laquelle nous, la communauté internationale, peut marcher avec vous à avancer ce processus. Parce qu'on sait bien que ça doit être une solution à l'Haïtien. Solution qui vient de l'extérieur ne va jamais régler quoi que ce soit. On a vu ça à travers l'histoire haïtienne. On comprend bien que ça, c'est le cas. Mais à vouloir aider un ami qui a besoin dans une cas de espèce, c'est à ça que nous essayons de faire la réponse maintenant. Nous, on a fait les sanctions qu'on a fait. On va continuer à faire plus et on sera là. Et on va continuer à essayer d'accompagner le peuple frère haïtien à avancer à l'avenir dont elle a droit. Et vous croyez que ce vaste programme va être réalisé par le gouvernement Henry ou bien par un gouvernement haïtien? Le programme, c'est quelque chose que les gouvernements changent. Alors, ça doit être un commitment de n'importe quel gouvernement qui sera en place ici, d'avancer l'avenir des Haïtiens. Comme chez nous, il y a les élections aujourd'hui. Il y a des gouvernements qui peuvent changer. Et alors, au fur et à mesure, ça peut avancer. Mais ça peut pas changer s'il y a une culture d'impunité et de non-gouvernance, comment dirais-je, une manque de transparence, une manque de bonne gouvernance et une manque de l'état de droit. Sans qu'on réétablisse ces sortes de choses, je ne sais pas où ça finisse, mais on est tous au courant que ça sont des choses qui sont nécessaires. Il y a certains éléments pour leur propre bien sont en train de militer contre cela. Et c'est à nous, la communauté internationale, d'essayer à déplacer ces éléments qui sont en train de bloquer cela pour que les éléments de bonne volonté à travers le pays peuvent se rassembler, avancer les choses dans l'avenir à laquelle nous espérons tous. Des ministres du gouvernement Henry ont été sanctionnés, leurs visas ont été coupés, mais ils sont encore ministres. Comment vous vivez ça? Comment je vis ça? Non, c'est une réalité. Nous, on a pris des décisions. Comme j'ai dit, ces annonces, ce sont des annonces qui ont... nous, on n'a rien nommé. Ces personnes peuvent faire la réclamation qu'ils veulent. Nous, on a les raisons pour lesquelles on a pris nos décisions. Ça, c'est entre nous et les concernés par rapport aux visas. Et le gouvernement, elle peut prendre ses décisions. Elle est un gouvernement souverain. C'est pas nous qui contrôle. Et on va voir où ça mène. En principe, au moins qu'ils sont là, on traite avec des éléments de différents gouvernements, même si on a des problèmes avec eux à travers le monde. Et n'empêche que s'ils sont toujours des fonctionnaires du gouvernement, on est obligé de continuer à travailler avec, parce qu'on travaille avec des éléments du gouvernement. Et si le gouvernement haïtien décide de prendre des dispositions là-dessus, basées sur nos décisions ou autres raisons, ça c'est pour le gouvernement haïtien de décider. Merci beaucoup, M. Stomayer. Ça a été un plaisir. C'était un plaisir. J'espère bien qu'on pourrait se rassembler encore une autre fois, peut-être dans des circonstances meilleures. Mais je vous souhaite une bonne continuation à vous et toute l'audience. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'accord. Au revoir. Au revoir.